Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la codépendance. Donc c'est un thème à mettre en relation avec les pervers narcissiques. Je voulais vraiment marquer ce point parce qu'effectivement pour se libérer du pervers narcissique il faut comprendre, en tout cas c'est plus avantageux de comprendre comment ça fonctionne et de voir un petit peu dans quelle situation on se trouve justement pour ne plus réattirer dans sa vie des personnes qui sont comme ça, pas nécessairement des pervers narcissiques mais en tout cas des personnes malsaines. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous avez attiré dans votre vie un pervers narcissique. En fait, ce n'est pas du tout anodin. Alors, surtout ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le pervers narcissique est tout à fait responsable de ses actes. Il n'y a rien qui excuse ça. C'est lié à son histoire et on ne va pas nécessairement... lui donner l'autorisation de faire ce qu'il fait, bien au contraire. Il ne faut pas lui donner l'autorisation de ce qu'il fait et pour ça, il faut changer sa vision des choses, sa vision de soi principalement. Donc il faut savoir que si dans votre vie vous avez eu des pervers narcissiques, c'est parce que vous avez tendance à vous comporter d'une certaine manière. Je dis tendance parce que c'est pas nécessairement dans tous les cas de figure, mais sachez que le pervers narcissique n'est attiré que par les personnes qui ont un minimum de peu d'estime d'eux-mêmes en fait. Donc la première chose que je préconise justement pour échapper à ce type de personnes, c'est d'abord effectivement travailler la confiance en soi. Je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé de la confiance en soi et de l'importance d'avoir confiance en soi. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien c'est déjà arrêter de se critiquer. Donc quand je dis arrêter de se critiquer, c'est intérieurement, on passe sa vie peut-être à se critiquer ou simplement on recherche l'approbation de l'autre et donc c'est ça qui va nous permettre en tout cas d'échapper au pervers narcissique. Parce que si on comprend son fonctionnement, le pervers narcissique est attiré par les personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui sont manipulables autrement dit, d'une certaine façon, et donc ne sont pas attirés par n'importe quel profil. Ils sont plus attirés par certaines personnes que par d'autres, et justement, si vous avez un manque de confiance en vous, il va le détecter, il va en profiter. Alors, un manque de confiance en soi, tout le monde en a plus ou moins, donc on a plus ou moins une bonne estime de soi. Ça peut être variable d'une situation à l'autre, ça peut être variable dans la vie d'une personne. Quand on vient d'être viré d'un emploi, quand on vient de rompre, parfois on est plus fragile. Donc il faut en tenir compte, il faut en être conscient. Et c'est à ce moment-là justement qu'il faut travailler cette confiance en soi, qu'il faut la récupérer. Quand je dis travailler, c'est vraiment travailler dessus d'arrache-pied, c'est-à-dire analyser ce qui pour vous, ce que vous considérez comme des défauts, essayer de les voir peut-être d'une autre manière. Je peux prendre un exemple, par exemple la timidité. La timidité peut être vue comme quelque chose d'extrêmement négatif si elle vous isole, si elle vous empêche de réaliser des rêves. Donc c'est très probable qu'effectivement votre timidité vous mette des bâtons dans les roues pour réaliser vos rêves, pour aller vers des choses que vous voulez dans votre vie mais que vous ne parvenez pas à avoir par manque de confiance, par introversion on va dire. Et justement, si vous prenez cette caractéristique qui est votre timidité, le fait que vous soyez frileux quand vous allez vers quelqu'un, etc., est-ce que ça ne peut pas être aussi une qualité ? Alors, quand on est généralement timide, on a généralement une certaine intériorité, il se passe pas mal de choses à l'intérieur, on a pas mal de sentiments, etc. Et donc c'est aussi une qualité. Donc quand vous vous rendez compte que tout ce que vous voyez comme étant vos défauts et que le pervers va utiliser, quand vous vous rendez compte que ça peut aussi être perçu comme des qualités parce que ça témoigne aussi de quelque chose qui vous est propre et qui est peut-être quelque chose d'intéressant finalement à avoir dans sa vie. Donc le fait d'être intériorisé peut faire qu'on découvre davantage de théories, qu'on est davantage analytique, qu'on est davantage créatif peut-être. Et donc tout ça, ça va être des qualités. Et donc un même comportement peut être lu de différentes manières, diverses façons. Et justement, je vous encourage en tout cas à changer votre façon de voir les choses, de manière à ce que le pervers narcissique ne puisse pas se moquer de vous en disant « Ah, t'es timide ». Si vous savez lui répondre « Oui, justement, c'est ça qui témoigne de toute mon intériorité », là il va être scotché, il va se dire « Mince, je n'ai pas de prise là-dessus ». Et si vous faites ça avec tout ce que vous estimez négatif en vous,
à un moment donné, il va prendre la fuite, il va se dire mince, finalement cette personne-là est plus forte que moi et donc je ne vais pas arriver à en avoir ce que je veux, je ne vais pas arriver à le manipuler facilement, à le rabaisser, etc. Donc il faut bien comprendre qu'en fait le pervers narcissique a un manque de confiance en lui qu'il cache en étant super confiant, en donnant une image inverse en fait. Et c'est probablement ce qui vous a attiré. Si vous manquez de confiance en vous, quelqu'un qui paraît avoir une extrême confiance en soi va vous attirer, c'est tout à fait normal, et va vous réattirer éventuellement. Et donc la codépendance, c'est justement le fait que les choses vont se compléter. Donc déjà, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes une victime, puisque généralement on parle de codépendance quand à partir du moment où il y a une victime et un bourreau. Alors le bourreau, ça peut être n'importe qui, ça peut être un toxicomane, ça peut être un alcoolique, quelqu'un qui vous fait souffrir d'une façon ou d'une autre, et pas nécessairement d'une façon consciente. Le pervers narcissique, il en jouit, on l'a vu, il va jouir comment dire, de cette faiblesse que vous avez en vous parce qu'il ne veut pas les reconnaître en lui. En fait, c'est quelqu'un qui ne s'estime pas du tout, qui via son passé a eu des expériences négatives où il n'a pas été, en fait, où il n'a pas su se valoriser, et du coup, comme il a souffert, il veut faire souffrir les autres, il veut avoir le dessus sur la situation, et il n'envisage pas le monde autrement que soit tu es dominant, soit tu es dominé, et du coup, il vous domine parce qu'il vous écrase pour ne pas être écrasé. Donc c'est vraiment un manque de confiance en soi, c'est vraiment un manque d'estime de soi. Le pervers narcissique ne s'estime pas du tout, il peut paraître tout puissant, mais en fait il ne l'est pas. Il a des failles importantes et c'est pour ça qu'on parle de narcissisme, parce que déjà il ne se regarde que lui-même, à travers vous il ne regarde que lui-même, et ce qui l'intéresse c'est de se prouver qu'en fait il n'est pas, il est tout puissant, donc ce qui le rassure et ce qui l'empêche d'analyser ses failles, ce qui en fait serait sa guérison. Alors, tout ça pour revenir à la dépendance, parce que je m'égare un peu, la codépendance, donc c'est la victime qui revient sans cesse vers son bourreau, qui le protège, qui va le défendre, qui va trouver dans son comportement quelque chose de rassurant, de protecteur, alors qu'en fait il ne l'est pas du tout, qui ne va pas comprendre que le comportement de son manipulateur est tout à l'opposé de ce qu'il dit. Il vous promet quelque chose, il vous donne autre chose, et vous continuez de vous mentir en fait. Puisqu'il vous ment, vous continuez à vous-même de vous mentir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a une prise, parce qu'à partir du moment où vous prenez conscience que ce qu'il vous donne n'est pas du tout en rapport avec ce dont vous avez besoin, donc pour ça il faut évidemment prendre en compte ses besoins, ce qui n'est pas peu dire, parce qu'à partir du moment où on prend en compte ses besoins, ça veut dire que à ce moment-là, on commence à se respecter un minimum. Si on se respecte un minimum, on attribue moins d'importance au regard de l'autre et un peu plus au sien. Et donc, ce qui fait que on laisse moins d'emprise aux autres sur soi, et qu'on ne permet plus tout et n'importe quoi de la part de l'autre. En fait, plus vous vous estimez vous-même, plus vous allez diriger cet amour que vous avez, qui est infini pour votre pervers, plus vous allez le diriger vers vous-même, et moins l'autre aura d'emprise, parce que plus vous vous aimez vous-même, et moins vous aurez besoin de l'amour de l'autre. Alors je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'on va être autosuffisant, bien au contraire. Le fait de s'estimer soi-même va justement permettre en fait de bonnes relations, et c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Donc on peut vous avoir appris justement à plaire à travers le regard des autres. Souvent ça se retrouve justement dans une personne qui est codépendante, elle a envie énormément de plaire, d'être au centre des choses, d'être protégée, etc. Et le pervers narcissique, il ne voit que vous, il se voit à travers vous, hein, mais il ne fait plus attention qu'à vous, au point qu'il vous veut pour lui tout seul. Donc c'est un amour qui est extrêmement égoïste, mais en même temps qui répond tout à fait à ce que vous cherchiez initialement, qui est une mauvaise recherche, hein, parce que quand on ne se cherche pas soi-même et qu'on ne veut pas un minimum satisfaire ses besoins, donc ça beaucoup de personnes ont du mal à comprendre qu'il faut un minimum pour avoir une relation épanouie, satisfaire ses besoins, ne fût-ce qu'épanoui avec soi-même, ce qui est déjà un grand pas dans la vie. À ce moment-là seulement, vous allez pouvoir développer des relations qui vont être justement adaptées, parce que vous n'avez pas
une obligation de recevoir de l'autre, et donc du coup, vous lui permettez aussi d'être libre, et deux personnes libres, on sait tous que ça donne davantage de meilleures relations, que ce soit au niveau amitieux, ou au niveau amoureux, donc au niveau du couple. Donc il est vraiment important d'apprendre à s'apprécier, d'apprendre à se voir différemment. C'est pas parce qu'on n'a pas eu des parents qui nous aimaient, qui nous trouvaient formidables, ou parce qu'on a vécu des choses négatives, ou parce qu'on a traversé justement le chemin de personnes qui ne nous aimaient pas tels que nous sommes, que nous devons nous traiter de la même manière. Il n'y a aucune obligation à ça, et à partir du moment où vous rompez vraiment entre la façon où vous choisissez de vous voir, parce que c'est un choix, qu'il soit conscient ou non, c'est tout à fait un choix, et vous avez toujours le choix aujourd'hui de vous traiter bien ou de vous traiter mal. Si vous vous traitez mal, vous permettez à d'autres personnes de vous traiter mal aussi, et c'est justement ce que le pervers recherche, qu'il essaye de vous pousser de plus en plus loin, dans la dégradation de vous-même, dans le manque de respect de vous-même, et de vous faire de moins en moins réagir. Et c'est pour ça qu'au début, il commence par des petites touches, il va regarder, ah oui, elle m'autorise ou elle m'autorise pas. Ah oui, m'autorise, donc je vais aller un peu plus loin. Et ça va durer comme ça, c'est un jeu qui va aller de plus en plus loin. Et on est codépendant dans le sens où on est vraiment dépendant de cette relation, parce qu'on a envie... alors il est très probable qu'on ait eu dans le passé une situation qui ait fait qu'on voulait réparer quelqu'un, qu'on voulait sauver quelqu'un, guérir quelqu'un, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Généralement, quand on est en prise avec un pervers narcissique, on a ce qu'on appelle le symptôme de l'infirmière, donc l'envie d'aider, de sauver, etc. Et comme je suis psy, je l'ai très certainement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que vous essayez de réussir peut-être là où jadis vous avez échoué. Peut-être qu'avec une personne de votre entourage, vous avez essayé de sauver quelqu'un. Il suffit par exemple d'avoir eu quelqu'un d'alcoolique dans votre famille. Par exemple, admettons que votre père était alcoolique. C'est pas mon cas, je précise, hein, mais je prends un exemple. Donc votre père étant alcoolique, vous avez essayé de le sauver de lui-même, de le sortir de là. Et généralement, quand on est alcoolique, on est dépendant, donc on retourne toujours dans son vice. Et donc, il est probable que vous étiez enfant, que vous aviez peut-être, je ne sais pas, 5 ans, et que vous n'aviez pas la possibilité de vous faire écouter de un, par votre père, puisque vous êtes son enfant, c'est censé être l'inverse, et de deux, parce que vous étiez trop jeune, vous n'aviez pas nécessairement les outils pour ça. Et donc, à un moment donné, vous avez senti que c'était peine perdue, que vous n'arriviez pas à. Et donc vous avez dû faire le deuil de ce parent que vous auriez aimé sauver mais que vous n'aviez pas réussi, et certainement le deuil de votre capacité à sauver quelqu'un. Peut-être que c'est une faille narcissique à ce niveau-là, de vous dire mais je n'ai pas été capable de sauver telle personne, donc je ne suis pas capable donc je ne suis pas quelqu'un d'efficace. Vous pouvez intégrer des valeurs comme ça par un passé douloureux. Et quand vous vous retrouvez devant une personne qui, à nouveau, présente un alcoolisme, donc vous allez vous dire, chouette, c'est génial, je connais ça. Donc déjà, on est attiré par ce qu'on connaît inévitablement, puisque ça a un impact en nous, puisque ça touche une partie de notre histoire personnelle, forcément l'affect va être réactivé, et il est très probable que comme vous aimiez votre père, donc dans cette situation il s'agissait du père, donc comme vous aimiez votre père, vous allez diriger cet amour-là qui n'a pas été satisfait vers cette personne que vous rencontrez, qui représente éventuellement votre père aussi, qui peut avoir des traits physiques communs, etc. Alors ça reste généralement en grosse partie inconscient, enfin on peut en prendre conscience à un moment donné, et donc ça veut dire que vous allez vous jeter corps et âme dans cette relation qui sera destructrice et dans laquelle vous allez vous dire je veux réussir là où jadis je n'ai pas réussi, pour aller guérir ce problème que j'ai intégré comme étant je suis nulle, je ne sais pas aider quelqu'un, donc cette dévalorisation de moi-même, je vais essayer d'être valorisée par l'autre. Si j'arrive à guérir cette personne, alors je peux me dire que je suis quelqu'un de bien. Et donc voilà, toute la problématique est là. Donc la codépendance est vraiment intérieurement, vous avez ce besoin d'aller vers votre bourreau, parce qu'au final, qu'est-ce qu'il va faire cette personne ? Il est très probable que vous allez vous mettre en couple avec cette personne, que cette personne va boire et boire et boire, va peut-être vous taper dessus parce qu'il ne se contrôlera pas. En tout cas, il va être au niveau émotionnel un peu hors circuit, on va dire, puisque quelqu'un qui est alcoolique n'est pas en contact avec ses sentiments. Une personne qui est alcoolique essaye justement
de soit gérer un stress, une angoisse, etc. Mais en tout cas, essaye de se couper de ses sentiments. Comment voulez-vous créer un couple avec quelqu'un qui essaye de se couper de ses sentiments? Alors c'est exactement la même chose pour la consommation de drogue, la même chose pour les consommations de certains médicaments qui ont vraiment un effet neurologique. Hein. Et donc, vous pouvez chercher maintes et maintes fois à établir une relation avec quelqu'un qui ressemble au profil que vous avez connu jadis, mais c'est peine perdue parce que déjà à la base, ça ne peut pas fonctionner. Et le problème, c'est que vous vous dites tout le temps « mais je suis nulle, je vais réessayer parce qu'il faut absolument que je réussisse ça, il faut absolument que je réussisse ça, comme ça je peux me dire littéralement « ah, je suis enfin quelqu'un de bien ». Et c'est ça votre recherche. Une fois que vous avez compris que c'est ça votre recherche et qu'en fait vous ne pouvez pas lâcher cette personne parce qu'en fait vous courez derrière vous-même, vous courez derrière la valorisation de vous-même alors que vous pouvez la trouver autrement et directement en vous aimant vous-même, en considérant que ce que vous avez fait jadis, vous pouvez vous pardonner peut-être de ne pas avoir réussi jadis là où vous vouliez, tout simplement parce que vous n'aviez pas les moyens techniques d'y parvenir, mais ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. À partir du moment où vous comprenez ça, vous avez plus de chances évidemment de vous détacher, de ne plus être dépendant et donc codépendant. Puisqu'on parle de codépendance dans la mesure où la personne est dépendante à quelque chose de négatif, un fonctionnement négatif, ici dépendante à l'alcool, et vous êtes dépendant de cette personne qui est dépendante à l'alcool. Et donc ça ne peut pas marcher. Techniquement, ça ne peut pas marcher. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui peuvent guérir de l'alcoolisme, mais l'alcoolisme, c'est extrêmement difficile de guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir déjà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer et qui est difficile. C'est difficile parce qu'à partir du moment où vous allez vous rendre compte de ce dans quoi vous êtes, vous n'allez pas nécessairement ne pas y retourner. Hein, c'est pour ça qu'on voit des femmes battues revenir inlassablement vers leur bourreau et parfois jusqu'à en mourir. Hein. Pourquoi ? Parce que justement, elle ne veut pas lâcher l'idée que si elle réussit, si elle y arrive finalement, parce que c'est un espoir qui est immense, ça va réparer toute leur histoire passée et future, c'est un espoir immense, donc la personne va y revenir et y revenir et y revenir. Et beaucoup ne comprennent pas, l'entourage lui a dit 20 000 fois, mais n'y retourne pas, ça ne sert à rien. Mais la personne y retourne parce qu'elle n'arrive pas à faire ce deuil-là, de se dire « Ok, je n'ai pas réussi, je l'accepte, je me pardonne, je mets ça de côté ». C'est plus difficile de se pardonner soi-même que de pardonner l'autre. Et justement, quand on est en relation avec un pervers narcissique, qu'on a été en relation avec un pervers narcissique, il faut faire deux choses. La première, c'est le pardonner lui. C'est déjà extrêmement difficile. Le pardonner ne veut pas dire être d'accord avec tout ce qui a été fait. Bien au contraire, il faut surtout ne pas être d'accord pour vous respecter. Mais ça veut dire se pardonner de ne pas avoir vu que cette personne vous manipulait, de ne pas avoir réagi correctement. Vous pardonner d'avoir peut-être duré des années avec cette personne-là et d'avoir perdu du temps, d'avoir peut-être impliqué la vie d'enfants là-dedans. Si vous étiez en couple avec quelqu'un et que vous avez fait des enfants avec cette personne, forcément vous lui avez donné de nouvelles victimes. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident d'accepter ça. Et en même temps, vous pouvez vous dire, ok, mais ces enfants-là vont apprendre d'autres choses, je vais les aider, on va s'en sortir autrement mais c'est tout un parcours. Et c'est tout un parcours duquel vous vous dites à un moment donné, mais mince, moi je suis en colère, j'aurais préféré ne pas avoir ce parcours-là. Mince, à la limite, pourquoi est-ce que j'ai été me foutre dans une situation comme ça ? J'étais bien mieux toute seule. Et souvent c'est le cas, vous étiez mieux seule qu'à mal accompagnée. C'est de ça que vient cette maxime de mauvaise relation, évidemment. Mais il existe de bonnes relations. Et les bonnes relations peut-être peuvent, au départ en tout cas, vous paraître fades. Fades, pourquoi ? Parce que ce n'est pas en lien avec votre histoire, qui justement est une histoire déstructurée, où vous aviez des alcooliques dans la famille. Donc on revoit comme ça des personnes qui, ok, se séparent d'un alcoolique en se disant « celui-là je n'en veux plus, c'est terminé », mais elles n'ont pas compris d'où venait leur dépendance, leur attirance, etc. Et donc elles vont se rediriger vers un autre alcoolique, ou vers une autre personne qui là-bas. Et donc le problème recommence. Et pourquoi ça recommence ? Parce que l'envie d'aider, l'envie de s'aider soi, hein, de se sauver soi existe toujours. Et elle n'a pas compris qu'elle devait se le demander à soi-même uniquement et pas en passant à travers une histoire comme ça difficile. Alors c'est sûr que si on arrive à sortir quelqu'un qui est vraiment dans une impasse, on en a, ça satisfait l'orgueil de façon disproportionnée. Et donc oui, ça peut guérir des blessures, etc. Mais c'est une mauvaise façon de le faire.
Et donc la personne peut retourner vers quelqu'un qui ne lui convient pas à nouveau. Et donc le problème, c'est qu'elle va recréer une nouvelle douleur, un nouveau deuil aussi à faire. Donc, et ça peut durer inlassablement avec 1, 2, 3, 4 compagnons. Et puis la personne se dit, c'est pas possible, c'est tous des connards, quoi. Et ben non, c'est pas tous des connards. C'est simplement que vous êtes toujours attirés par les mêmes personnes. Et qu'en plus, les personnes qui sont bien vous paraissent peut-être insipides. Parce que justement, ça ne fait pas écho à votre histoire. Donc ça ne met pas d'emblée vos sentiments, vos sensations sur le terrain, et donc vous ne sentez peut-être pas spécialement grand-chose pour cette personne. Et parfois, il faut accepter de commencer une histoire qui, au départ, ne paraît peut-être pas terrible, paraît juste bien ou trop calme. Donc on a des personnes comme ça qui vont rechercher inlassablement des histoires qui ne fonctionnent pas. Et c'est très très fréquent, hein. La codépendance, c'est quelque chose qui est très fréquent. Ça peut être codépendant d'une douleur psychique, hein, de reprendre toujours une personne qui a la même douleur psychique, de retourner toujours vers un schizophrène, ou de retourner toujours vers une personne qui est dépressive automatiquement, parce que justement on a envie de sauver. Et donc il y a un cycle comme ça qui revient, et que tant que vous n'avez pas compris ce qui se passe, eh bien vous allez être redirigé vers le même type de personne. Alors, ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit. Il peut arriver, dans certains moments de faiblesse, parce qu'on en a tous, de retomber dans les griffes d'un PN, ou de retomber dans les griffes, enfin les griffes si je puis dire, parce qu'il est victime lui-même, comme le PN d'ailleurs, hein, de retomber dans une situation que vous ne vouliez pas. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, un comportement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à changer. Vous avez pris des habitudes qui ont peut-être 10, 20 ans d'existence, voire plus. Et donc, faut pas penser que tout va changer du jour au lendemain. C'est une lutte qui est quotidienne, c'est une lutte avec soi-même, et c'est un amour permanent à se donner à soi-même. Ça veut dire que si vous êtes fragilisé à un moment ou un autre, vous venez de perdre une bonne amie, par exemple, une relation qui tout d'un coup se brise, et vous n'avez pas compris pourquoi. Et vous vous dites, oh, mince, je suis vraiment nulle d'avoir réagi comme ça, peut-être que vous avez eu un coup de colère, peut-être que... Enfin bon, il s'est passé un truc qui fait que vous vous dites, mais mince, je suis plus si bien que ça, je suis plus si sûre de ma valeur. Et donc pendant X années, vous avez tenu bon, et vous n'avez pas été attiré vers des personnes qui ne vous convenaient plus, pas en tout cas, et vous faisiez attention à vos besoins. Et puis là, tout d'un coup, vous avez plutôt envie de vous réparer et de vous prouver le sens de votre valeur. Et donc, il y a un PN qui passe. Et donc, oh génial, un PN. Enfin, vous ne le voyez pas évidemment que c'est un PN au départ. Il vous paraît comme le prince charmant, comme la personne qui va vous secourir. Et donc voilà, et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est très très fréquent dans la vie de beaucoup. Il faut en prendre conscience, il faut décortiquer les choses, il faut se dire, ok, je peux me donner l'amour dont j'ai besoin, même si ça n'empêche que je ne vous recommande pas de rester tout seul dans votre coin en vous disant, oh, je m'aime moi-même, c'est suffisant. Absolument pas suffisant, hein. On n'est pas fait... pour moi, l'être humain est un... Comment dire ? L'être humain est fait de toute façon pour fonctionner de façon sociale. Je pense pas qu'on peut être heureux de façon en étant reclus. Maintenant, c'est pas pour ça que si vous êtes isolé, etc., dans un coin, vous n'allez pas être heureux, hein, bien au contraire. Mais je veux dire, si vous n'avez pas du tout de relation dans votre vie, je pense qu'à un moment donné, ça va vous manquer, et que vous avez besoin de partager, et que c'est automatique, que ça fait partie d'un besoin humain aussi. Et que ça donne un sens à la vie, donc évidemment ça permet d'être plus heureux en tout cas. Donc voilà, j'espère que ce sujet sur la codépendance vous aura éclairé, en tout cas sur vos fonctionnements par rapport au PN. Je le redis, je ne veux pas excuser du tout le PN. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Donc vous êtes responsable de vous avoir un peu dénigré, d'avoir fait de vous peut-être pas votre meilleur ami, hein, parce qu'en fait l'idéal c'est de vous traiter vraiment comme votre meilleur ami, avec le respect que vous méritez, c'est-à-dire bah oui, écoute, t'as fait des erreurs, mais je peux les comprendre, et donc écoute, dans le futur tu feras autrement. C'est pas dire ouais t'as fait des erreurs mais on s'en tape, non, c'est pas ça, hein. C'est vraiment remettre les choses à leur juste place. Vous traiter de façon correcte va permettre qu'effectivement les autres ne
pourront plus vous traiter de façon incorrecte. Et je pense que toute votre vie va en être améliorée, quel que soit votre âge, parce qu'il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils ont 80 ans, ça peut pas se faire. Eh bien si, ça peut se faire. Il n'est jamais trop tard pour commencer à être mieux dans ses relations, à être heureux dans ses relations, et surtout à être heureux par rapport à soi-même. C'est très très important. Je pense que ça l'est peut-être même plus que d'être par rapport aux autres, bien avec les autres. Je pense que c'est un point de départ de toute façon, que c'est inévitable, incontournable. Si vous êtes bien avec vous-même, vous serez mieux avec les autres et d'office, vous allez trouver des bonnes relations et vous allez vous épanouir. Donc voilà, c'est très important. Et comme nous sommes dans un monde super matérialiste qui ne regardons que l'extérieur, non, moi je vous recommande de vous tourner vers l'intérieur, vers vous-même, de vous traiter avec bienveillance le mieux possible et essayez de voir tous vos défauts comme étant de potentielles qualités. Il y a toujours des qualités derrière. Toutes les critiques que vous avez reçues, louez-les, parce qu'en fait, là-dedans se trouve votre essence même, votre véritable valeur. Et il faut creuser, il faut chercher, effectivement. Ça ne saute pas nécessairement toujours aux yeux, mais vous avez le choix de vous voir d'une certaine façon, soit positive, soit négative. Mais soyez lucide avec vous-même et voyez aussi vos qualités, regardez-les bien parce qu'elles sont importantes. C'est là que vous allez pouvoir vous servir de tout ça pour faire votre vie et faire une vie qui sera davantage heureuse. Sur ce, je pense que cette vidéo est suffisamment longue. Je pense qu'elle est assez riche également. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois si elle vous parle et si vous n'avez pas tout compris. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite d'être davantage heureux évidemment, d'être davantage mieux avec vous-même, d'être votre meilleur compagnon et de vous épanouir dans vos relations. À très vite pour d'autres vidéos.